Bonsoir et bienvenue sur ce plateau spécial consacré à deux États qui se sont retrouvés il y a bientôt un an, il y a plusieurs dizaines d'années. Ils se sont séparés, ils ont divorcé. Voilà un an qu'ils ont repris langue. Ils se sont à nouveau mariés, c'est bien sûr le Burkina Faso et la Chine. Un an de coopération, une coopération en tout cas qui suscite beaucoup d'espoir, beaucoup de perspectives, notamment au niveau donc, du Burkina Faso. Pour en parler ce soir, j'ai autour de ce plateau des spécialistes, des scientifiques. J'ai avec moi Zhang Guoqing, il est diplomate, ancien ambassadeur de Chine au Mali et également en Côte d'Ivoire. Bonsoir, bienvenue. Avec nous également le professeur Xu Weizhong, il est directeur de l'Institut des études africaines et des instituts des relations internationales contemporaines. Bonsoir, bienvenue. Sur ce plateau également, le professeur Li Dan, il est professeur à l'Institut de diplomatie de Chine. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes le doyen donc, du département des langues étrangères et des études internationales et directeur du centre de recherche pour l'Afrique. C'est bien ça. Et avec nous également notre consultant, notre analyste politique, Siaka Koulibaly. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Voilà. Un an de coopération entre le Burkina Faso et la Chine. La Chine, c'est un modèle de développement. En tout cas, Siaka Koulibaly, pour vous, ça vous fascine, le modèle de développement chinois? Oui, tout à fait. Il faut quand même réussir à établir que la reprise des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la Chine s'est faite sur la base des constats que le rôle de la Chine aujourd'hui sur le plan international le rend un acteur incontournable, en particulier en regard de l'offensive diplomatique et économique chinoise sur le continent africain, qui rendait donc incontournable cette reprise des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine. Cela dit, ce n'est pas du tout la première fois que ces deux pays ont des relations, vous le savez déjà. Dans le passé, il y a eu déjà une première séquence de relations diplomatiques, disons de 1973 jusqu'à 1994, et pendant laquelle période donc, les deux pays ont pu échanger dans le domaine du développement et dans le domaine économique également, mais avec moins d'intensité que cela n'a eu lieu dans cette dernière reprise qui date d'un an. Parce que les enjeux sûrement ont changé. La donne internationale est telle qu'il était quasiment impossible de continuer, pour un pays à faible revenu comme le Burkina Faso, de continuer son chemin dans le développement sans avoir un partenaire aussi important que ne l'est la Chine à l'heure actuelle, pour bénéficier d'abord de son expérience, du modèle dont vous parlez, et également des facilités qu'offre la Chine en termes de commerce, en termes d'économie, mais également au plan diplomatique, au plan géopolitique. La Chine est l'un des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc il est extrêmement important pour les pays comme le Burkina Faso de disposer de partenaires stratégiques à l'intérieur des Nations Unies afin donc de faciliter certaines prises de position, etc. etc. Donc je pense que la reprise des relations diplomatiques était presque une voie incontournable pour le Burkina Faso. Oui. Alors, Monsieur Zhang, pour cette coopération, quand on parle de ce modèle chinois qui fascine, pour vous, c'est quoi l'identité du modèle chinois de développement? Je crois que cette année, nous célébrons le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Donc, avec ces temps, sous la direction du Parti communiste chinois, le peuple chinois a travaillé très dur pour avoir un développement très rapide. Donc, je crois que si on résume en une phrase pour bien définir ce modèle chinois, c'est qu'il faut trouver une voie propre à son histoire, à sa culture, pour avoir ce développement rapide. Parce que la Chine a essayé aussi depuis longtemps, depuis la révolution capitaliste de 1911, a essayé presque tous les systèmes pour avoir un développement. La monarchie, la démocratie? Oui, et la Chine a proclamé quand même la République en 1911, mais après, il y avait des guerres civiles, des seigneurs de guerre,
qui se disputaient. Et puis après, la fondation de la République populaire de Chine en 1949, le Parti communiste chinois a fait travailler tout le peuple chinois très dur. Mais on a copié d'abord le système socialiste soviétique, oui, si on précise, et c'est l'économie planifiée. Et puis après la grande révolution culturelle des années 60, le Parti communiste chinois trouvait un autre cap, c'est-à-dire il faut développer le système du marché à la chinoise. Donc, comme Deng Xiaoping a dit que la pauvreté ne fait pas partie du socialisme. Donc, on a essayé de développer, de donner la priorité au développement économique. Et puis, au fur et à mesure, on a réussi à faire démarrer l'économie avec une croissance très, très rapide. Et si bien que nous sommes à la 2e place en ce qui concerne le PIB dans le monde. Alors, professeur Su, est-ce qu'il faut peut-être justifier ce modèle, le succès de ce modèle, par le mode de gouvernance? Il y a le Parti communiste, qui est presque un parti unique, même s'il y a quelques dizaines de partis tout autour, mais on sent que c'est véritablement le maître à bord, le Parti communiste, qui commande les choses, indépendamment, différemment du modèle occidental, où effectivement c'est le multipartisme consacré, c'est le cas aussi en Afrique. Est-ce que c'est ça qui fait votre succès? Premièrement, je dois dire que les Chinois, jusqu'ici, hésitent d'utiliser le mot modèle chinois, parce que, surtout quand nous avons parlé des relations sino-africaines. Parce que nous savons que pour les pays africains, ça c'est très difficile pour les pays africains de copier soi-disant le modèle de la Chine. Ça c'est pourquoi alors les Chinois utilisent plus souvent les expériences et aussi bien sûr nous avons des leçons. On doit alors faire attention aussi. Je crois que le secret, pour la Chine d'avoir un développement économique assez vite, d'après mon avis, c'est vraiment de trouver le rôle, le rôle joué par le gouvernement ou une balance, un équilibre de deux. Le rôle joué par le gouvernement et aussi le rôle joué par les marchés ou les principes de marché. Pour le rôle du gouvernement, bien sûr, il y a quelqu'un, ou bien une partie, ou bien les autres, qui prend la décision. Ou avoir joué un rôle comme un leader, ça c'est très important. Ça c'est, je crois que dans le contexte chinois, pour les raisons historiques, bien sûr, le Parti communiste chinois a pris ce rôle. Ce leadership. Oui, ce leadership. Ça, c'est vraiment... Bien sûr, on ne peut pas dire que tous les politiques adoptés par le communiste chinois sont tout à fait corrects. Mais heureusement, le Parti communiste, le parti a toujours des réformes, de corriger lui-même ses politiques et aussi faire des efforts d'avoir vraiment l'appui de la population et aussi, bien sûr, que nous pouvons, la plupart des Chinois peuvent faire des efforts pour un développement rapide. Alors, Monsieur Li, ce modèle-là, justement, est-ce que c'est vrai qu'il y a la gouvernance avec le leadership du Parti communiste, mais la Chine, c'est aussi peut-être à la base des valeurs. Quand on parle de la valeur chinoise, très souvent on fait référence à sa culture traditionnelle.
Selon certains observateurs étrangers comme chinois, donc l'un des facteurs qui explique le succès économique de la Chine, c'est sa culture traditionnelle. Mais attention, dans cette culture traditionnelle chinoise, nous pouvons trouver beaucoup de convergences entre, par exemple, l'Afrique et la Chine. Qu'est-ce que c'est les concepts clés dans cette quels sont les concepts clés dans cette culture traditionnelle chinoise? Par exemple, le respect des personnes âgées, cet attachement à la famille, cet grand attachement à la collectivité, donc l'esprit collectivisme qui dépasse l'esprit individualiste, etc., etc. Tout cela, ce sont des points convergents entre l'Afrique et la Chine. Donc, j'ose dire que, en tant qu'un simple chercheur, ces clés, ces points clés dans nos cultures traditionnelles respectives pourraient nous conduire vers un succès économique. Si ça a été le cas en Chine, ça doit être le cas également pour l'Afrique. Alors, il faut chercher ailleurs les explications pour le succès chinois. Donc, l'ambassadeur et monsieur le professeur Xu l'ont déjà expliqué de façon très brillante. Le secret du succès chinois, ça se trouve dans la gouvernance du pays. Le modèle, les Chinois ne veulent pas parler d'un modèle chinois à exporter. Nous insistons sur cette nécessité et les avantages d'un partage d'expérience entre les Chinois et ses partenaires, et notamment ses partenaires africains. Quelle est l'idée noyau des expériences chinoises? Je crois ça se trouve dans la théorie de Deng Xiaoping, c'est-à-dire il faut trouver une voie de développement qui répond aux conditions nationales, qui correspond bien à la réalité nationale. Donc, les Chinois ont tout essayé. Beaucoup d'autres modèles ont été déjà testés sur le territoire chinois. Rien n'a marché. Mais finalement, nous avons trouvé cette voie dite de réforme économique et de l'ouverture vers l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire, cette réforme économique? Ça veut dire qu'il nous faut briser à cette idée figée en disant que le socialisme égale l'économie planifiée. Le modèle soviétique. Non, c'est faux. L'histoire nous a prouvé que l'économie de marché, ce n'est pas un privilège des modèles capitalistes. Les pays socialistes peuvent également adopter, selon les conditions nationales, une économie de marché aux caractéristiques nationales. C'est ce que nous ont fait les Chinois pour l'ouverture vers l'extérieur. C'est également très important. Aujourd'hui, sur notre planète, personne ne peut grandir, personne ne peut se développer en restant dans un état isolé. Donc, il faut surmonter toutes ces difficultés, tous ces défis, tout ce qui nous empêche de nous communiquer, de nous échanger avec le monde extérieur. C'était très nombreux, tous ces obstacles à l'époque. Vous voyez, à l'époque 1970, dans les années 1970, les obstacles étaient très nombreux. Donc, pour surmonter toutes ces difficultés, c'était avec beaucoup de courage que les Chinois ont pu accomplir cette mission. Donc aujourd'hui, l'économie chinoise est l'une des économies les plus ouvertes du monde. Imaginez aujourd'hui le volume des échanges commerciaux entre l'économie chinoise et les autres économies. Économie ouverte, mais qui garde quand même une certaine identité. Quand même. L'identité chinoise, c'est ça, ce qu'on appelle la voie du socialisme à la chinoise. À la chinoise, ça veut dire avec une couleur, une caractéristique propre à la Chine. Voilà. Si on revient à votre système de gouvernance, dictature ou démocratie, comment vous définissez cela?
Donc, je crois que le peuple chinois respecte toutes les expériences qu'on a obtenues par l'humanité dans l'évolution de l'histoire. Donc, nous essayons de trouver une voie de bien diriger un pays, de garder quand même la stabilité, mais en même temps de développer la démocratie, d'observer les droits de l'homme, le bien-être du peuple. Donc, moi, personnellement, j'aimerais quand même de placer soit autoritaire, dictature, soit démocrate. Vous n'êtes pas dans ces schémas. Non, c'est que tout système comprend des éléments de dictature. Tout système comprend des éléments démocratiques. Donc, je crois qu'il faut être très prudent de coller des étiquettes actuellement de chaque pays, d'accélérer, d'aller aux extrémités des expressions. Parce que c'est un peu ça le regard occidental vis-à-vis de... C'est ça le problème. Alors, donc, déjà, surtout dans le domaine des sciences sociales, il y avait déjà des théories, des experts qui ont beaucoup écrit, qui ont beaucoup décrit le système. Mais maintenant, c'est à nous d'aller chercher nos propres théories, nos propres idées pour nous exprimer. Parce qu'avant, c'était une dictature d'une culture. C'est-à-dire un exemple, un modèle imposé par une partie des pays développés déjà, d'une façon que maintenant personne ne puisse copier. Professeur Lee? J'aimerais bien ajouter quelque chose là-dessus. Les Occidentaux sont en train de tomber dans le même piège que les Chinois dans les années 60-70. Qu'est-ce que ça veut dire? Être politiquement correct, mettre des étiquettes sur les idées, sur des concepts, c'est très facile à faire. Et c'est très rassurant pour eux-mêmes, mais ce sont des actes irresponsables parce que ces acteurs, ils ne regardent pas droit dans la réalité. Juger les choses à partir des critères fixés, à partir des stéréotypes, des idées figées, c'est très facile à faire, mais on perd totalement la vitalité et le dynamisme pour avancer. C'est ce que les Chinois ont fait dans les années 60, au début des années 70. Selon le camarade Deng Xiaoping, à cette époque, qu'est-ce que les Chinois ont fait? Ils jugent le monde entier à partir de quelques règles inscrites dans le petit livre rouge. Dans ce cas-là, ce sont les idées figées qui prédominent. Et en ce moment, les Occidentaux sont en train de répéter la même erreur que les Chinois dans les années 1960, 70, au début des 70. C'est très facile de mettre une étiquette sur le système chinois. C'est un système autoritaire, une dictature. Alors dans ce cas-là, il n'y a aucun élément positif là-dedans. Les succès chinois, ça n'a aucune importance. C'est une fierté, selon les Chinois à l'époque. C'est une fierté d'être pauvre en étant en même temps politiquement correct. N'est-ce pas ça ce qu'ils sont en train de faire? Les Chinois n'ont pas un modèle à exporter. Les Chinois aiment beaucoup la démocratie. Seulement, ils trouvent qu'il n'y a pas un modèle unique de démocratie. Chacun peut bâtir son modèle de démocratie selon ses conditions nationales, selon ses besoins nationaux. Donc, aujourd'hui, pour les Chinois, il faut savoir, il y a un proverbe en chinois, en Chine, donc chercher la vérité dans les réalités. D'accord. Je n'ai pas terminé la dernière phrase pour dire les inconvénients dans le système actuel occidental. Donc je dirais au moins il y a deux choses. Aujourd'hui, ils sont piégés par deux éléments. Donc le système
occidental actuel donc, ne permet pas une planification à long terme. La deuxième chose, c'est que ce système actuel, il est très difficile d'éviter ce phénomène dit à les intérêts partisans dépassent les intérêts généraux. C'est d'ailleurs sûrement cela qui suscite aussi la montée, la poussée du populisme un peu au niveau de l'Occident. On voit un peu qu'il y a une remise en cause de l'ordre établi. Alors, professeur Sou, est-ce que cette vision de l'Occident vis-à-vis de la Chine, est-ce une méconnaissance de la Chine ou alors c'est à dessein, à votre avis? Je crois qu'ils pensent qu'ils sont supérieurs. Alors, je crois qu'ils ont toujours avoir des règles différentes parmi, par exemple, les Occidentaux et non-Occidentaux. Ils pensent qu'ils ont les démocraties, par exemple, mais même si d'après la théorie des pays occidentaux, ils ont vraiment appliqué le principe de la démocratie dans la scène internationale. D'après mon avis, non. Aujourd'hui, ça, c'est plus pire. Alors, dans la scène internationale, dans les affaires internationales. D'après mon études, ils n'ont pas démocratique, pas du tout. Quand s'agissant par exemple les relations entre l'Israël et les pays arabes, et aussi si vous voyez par exemple les votes dans l'Assemblée générale des Nations Unies, alors quelquefois vraiment les États-Unis sont très isolés. Alors ils ont vraiment observé les principes de la démocratie. Non. C'est vrai qu'il y a toujours une façon de contourner les règles démocratiques, justement, parfois. Alors, Siaka Coulibaly, on parle effectivement de ce succès chinois qui, aujourd'hui, est en train donc de se répandre un peu sur le monde. Justement, parlons de ces rapports entre la Chine et l'Afrique, les enjeux géopolitiques surtout. On voit que plus la Chine s'intéresse à l'Afrique, plus aussi du côté des Occidentaux, on sent qu'il y a un regain, il y a une sorte de rivalité qui s'installe. Et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il y a plus ce discours tendant à montrer que la Chine, ce n'est pas forcément un exemple. Oui, tout à fait. Non, c'est établi maintenant que l'offensive chinoise sur le continent africain suscite chez les Occidentaux une certaine fébrilité. C'est bien connu. Et même un peu plus que ça, des initiatives essayant donc de relativiser du côté négatif ce modèle-là qui effectivement contiendrait selon eux des limites au regard des droits de l'homme essentiellement. Mais pour nous, Africains, je pense que nous avons bien fait d'accepter ce partenariat avec la Chine, ne serait-ce que pour expérimenter d'autres voies que celles que nous avons appliquées jusqu'à présent depuis les indépendances, par exemple. Il y a eu beaucoup de modèles qui ont été proposés ici par les institutions internationales de développement. Il y a eu les modèles dirigistes qui ont été proposés. Il y a eu les ajustements structurels qui ont été appliqués. Il y a eu les politiques participatives que nous sommes en train aujourd'hui d'expérimenter également. Mais avec toutes ces limites-là, on se rend compte qu'il manque un facteur essentiel, c'est l'appropriation par les Africains du modèle de développement qui leur convient. Et c'est là où la Chine peut être un miroir intéressant pour les Africains, c'est de voir dans leur parcours historique, sur le plan politique et sur le plan économique, quels ont été les jalons essentiels qu'ils ont franchis, quelles ont été les astuces, entre griffes, qu'ils ont développées pour pouvoir résorber les contradictions qui avaient lieu dans la société chinoise, leur permettant d'aboutir au modèle qu'ils ont aujourd'hui. On est bien obligé de parler de modèle, même si les officiels chinois n'en veulent pas tellement. On parle de modèle d'un pays qui a une caractéristique donnée et qui aujourd'hui s'exporte, ne serait-ce que par la voie du commerce,
mais en tout cas a des partenariats avec les pays africains. Donc pour nous, pays africains, peuples africains, ce serait de découvrir dans cette expérience chinoise comment ils ont réussi à s'approprier la préoccupation du développement à l'échelle nationale, partagée par tout le peuple. Je pense que notre problème en Afrique, en comparaison donc du cas chinois, c'est justement de ne pas avoir ce partage national d'une préoccupation. Et nous avons des dynamiques, nous avons des logiques qui ont cours essentiellement autour des groupes d'intérêts privés liés généralement à l'extérieur. Ça, c'est le modèle aussi de gouvernance qui voilà. fait que justement, les choses sont tout ici. a été organisé comme ça, de sorte qu'aujourd'hui, il est très difficile dans les pays africains, et si nous prenons le cas du Burkina Faso, d'appliquer une philosophie qui corresponde au profil du Burkinabé, de sorte qu'à partir de cette philosophie-là, on puisse développer les autres dimensions de la société, que sont l'économie, le social et les relations extérieures, la géopolitique, etc. Donc, c'est pour ça que je trouve très intéressant, au-delà donc des données quantitatives qui sont exposées avec donc, un an de la coopération avec la Chine, il y a beaucoup de données quantitatives qui sont développées. Mais moi, dans la réflexion du développement, je pense que nous avons à chercher dans le social, exactement, les aspects culturels. C'est vrai que nous ne pourrons jamais être comme la Chine, c'est clair, c'est différent. Professeur, sous ce sens-là, on pense que la science a été pour quelque chose. Quelque chose d'important. Oui, je crois que vraiment, par exemple, les sciences, je crois, en effet, quand alors la Chine a renversé la dernière dynastie, nous avons deux messieurs. Un monsieur, ça c'est le monsieur démocrate. Un autre monsieur est monsieur science et de la technologie. Ça c'est vraiment, je crois que vraiment la réforme a commencé à ce temps-là. Bien sûr que après la fondation de la République populaire de la Chine, nous avons alors acquis de plus. Mais je crois que ça, c'est, je crois, une procédure, n'est pas si simple. Mais même si, par exemple, quand, par exemple, la fondation de la République de Chine n'est pas la République populaire de Chine, alors les Chinois vraiment prennent plus d'attention à la démocratie et aussi aux sciences naturelles. Ça, c'est vraiment parce que alors vous connaissez mieux l'histoire de la Chine. Les deux monsieur de la démocratie et monsieur des sciences naturelles, sont très connus en Chine. On était bien accueillis. Justement, quand vous parlez d'ouverture sur le monde, c'est à partir aussi de tous l'ensemble de ces instituts qui travaillent sur le monde, justement. Tout à fait. Donc, la Chine, comme tout à l'heure, j'ai dit que la Chine a fait des expériences et en tâton, on peut dire, en marche à... Même Deng Xiaoping, M. Deng Xiaoping a dit qu'il ne faut pas discuter trop. Allons essayer, pratiquer nos politiques. Et puis, on va voir. Parce que si on reste là pour discuter, donc on ne finit pas. Hein? Il y a toujours des choses à discuter. Donc, c'était à l'époque, lui, il a dit, il faut avancer. Donc, le développement compte sur toutes les autres raisons. C'est lui, il a dit. Bien sûr, maintenant, il y a d'autres, parce qu'avec le développement, il y a d'autres politiques qui sont maintenant, qui sont prononcées, déclarées, et puis on est en train de réaliser. Par exemple, maintenant, c'est-à-dire tout le monde doit être riche, doit avoir les mêmes droits. Mais à l'époque, c'était laisser une partie de la population s'enrichir d'abord. Donc, vous voyez, c'est aussi une évolution. Hein, au fur et à mesure, selon les conditions, selon les conditions, les choses qu'on avait, pour avancer. Mais ce qui est important en Chine, on essaie toujours d'avancer, avancer. Donc, au lieu de rester sur les bons résultats et puis on s'en réjouit, parce que la Chine, maintenant,
il y a une concurrence très très forte. C'est pourquoi, franchement, le peuple chinois est très fatigué. Parce qu'il faut toujours essayer d'aller plus vite. Sinon, on sera derrière les autres, dépassé, et puis on n'a plus cette tendance d'évolution très rapide. C'est vrai que cette concurrence aussi avec l'Occident, ça vous booste davantage. C'est une vision assez pragmatique chez vous. Effectivement, comme je l'ai dit, dans cette géopolitique, on a l'impression que la Chine aussi a pris le temps d'étudier le monde et maintenant de se lancer. C'est ce que j'aimerais bien ajouter. Hein. Donc, entre la Chine et le monde extérieur, entre la Chine et surtout l'Occident, qu'est-ce qui s'est passé? Cette inspiration réciproque, c'est très importante. Nous avons beaucoup appris à travers ces échanges avec le monde extérieur. Ces deux messieurs, la démocratie et la science, c'était des notions inconnues en Chine impériale. Mais aujourd'hui, c'est devenu un citoyen à plein droit de la société chinoise, grâce à ces échanges avec le monde extérieur. Donc, il faut connaître le monde extérieur, ouvrir grandement nos yeux sur le monde extérieur. La presse occidentale a été toujours assez méchante envers la Chine, mais qu'est-ce que les Chinois ont fait? Dans leurs critiques, dans leurs commentaires, il y a toujours quelque chose d'utile. Donc, il faut trouver ces choses qui correspondent à la réalité et de travailler pour remédier aux défauts, pour corriger les choses. Prenez ces critiques comme des conseils. Voilà. Nous avons eu de très bons conseils à travers ces critiques occidentales, à travers ces échanges avec le monde extérieur. Donc, une simple suggestion, ce n'est pas une recommandation, non. Une simple suggestion est que nos partenaires africains, vous occidentaux, je crois, ce genre d'échange, c'est bénéfique dans deux les sens. La question justement, parce qu'aujourd'hui, on voit que la Chine s'intéresse beaucoup à l'Afrique, c'est pourquoi vous vous intéressez tant à l'Afrique? L'Afrique, l'amitié entre la Chine et l'Afrique, ce n'est pas une nouveauté. Donc, après l'indépendance des États africains, à partir de 1960, donc, la Chine resserre déjà ses liens avec les pays africains nouvellement indépendants. La conférence de Bandung, la tournée de visite officielle du Premier ministre Zhou Enlai avec son agent principal, le maréchal Cheng Yi, dans 10 pays africains, c'était des histoires fabuleuses de l'époque pour montrer cette très haute importance accordée par la Chine à l'Afrique. Donc, c'est un mensonge fait par les médias occidentaux en disant que les Chinois s'intéressent à l'Afrique juste pour ses ressources naturelles. Non, pas du tout. Ce n'est pas pour nos beaux yeux. Pour les deux, oui. Je crois, même au niveau de la physionomie, donc les hommes et les femmes africaines, ils sont très beaux, elles sont très belles. Donc, les Chinois, donc, ils sont très, très attirés par cette beauté africaine. Au niveau de la physionomie, au niveau de la nature, la forêt, les animaux, tout cela. Les richesses. Donc, la richesse, la beauté de l'Afrique, c'est irrésistible. Irrésistible. Voilà, ça c'est le côté romantique. Pour le côté, il y a le côté affaires, le développement, tout cela. La Chine a besoin de l'Afrique, comme l'Afrique a besoin de la Chine pour un développement commun. Vous voulez un partenariat gagnant-gagnant? Gagnant-gagnant, c'est ça le mot. Seka Coulibaly, est-ce que vous pensez que justement dans cette coopération Chine-Afrique, véritablement on peut être dans cet équilibre des forces où effectivement le rapport est gagnant-gagnant? Oui, tout à fait. Mais il faut d'abord dire que c'est vrai que les échelles d'espérance ne sont pas les mêmes. La Chine est un pays déjà développé, même s'ils essaient de relativiser leurs performances, tandis que nous sommes encore à la recherche de notre chemin. Déjà là, c'est une différence fondamentale qui, au-delà donc des chiffres de la coopération, il va falloir trouver ce que vraiment nous gagnerons de la Chine pour impulser un développement durable en Afrique et au Burkina Faso. À mon avis, c'est ce qui est le plus important.
c'est de réussir, comme ils l'ont fait avec les critiques occidentales, de trouver le mot juste qui permet de bonifier leur vie quotidienne, leur modèle à eux, la société et le développement qu'ils avaient essayé d'impulser. Donc, à mon avis, et je ne peux pas parler à la place des dirigeants africains, notamment des pays du Burkina Faso, mais je pense qu'il va falloir développer une coopération à tête multiple au niveau du Burkina Faso, qui va essayer de trouver à plusieurs dimensions de la société chinoise ce que nous pouvons tirer de positif, et non pas se limiter dans le quantitativisme, hein, les schémas que nous donnent la Banque mondiale et le FMI, essayer de voir est-ce que l'encours de la dette, les exportations, les importations, la balance, etc. etc. Il ne faut pas être dans l'assistanat. Voilà. Il faut essayer de développer un modèle de recherche à tête multiple, donc, qui va permettre à plusieurs dimensions. Au niveau politique, qu'est-ce qui, dans la gouvernance chinoise, peut être exploité? Parce que, bien sûr, le modèle ne peut pas être appliqué totalement. On a vu déjà avec les modèles occidentaux qui ont été appliqués, en particulier cette histoire de démocratie occidentale, qui a énormément de limites déjà en Occident, mais qui en Afrique est souvent dévastateur. On l'a vu, donc les élections sont... Des occasions de crise. Hein. Non, les élections sont les premières causes de crise et de guerre civile en Afrique. Les élections au modèle démocratique. Donc, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il s'agit de trouver maintenant quels sont les ingrédients qui nous manquent, à nous, Africains, et qu'on peut peut-être retrouver aussi dans la société chinoise pour l'ajouter à notre vécu. Faire une sommation des expériences occidentales et chinoises. Exactement. On peut trouver notre voie en prenant des éléments dans l'expérience chinoise, mais également trouver des éléments dans le modèle occidental. Par exemple, la rationalité, qui est un problème pour l'Afrique, parce que nous sommes plus émotionnels, plus passionnels, etc., etc. On peut trouver la rationalité occidentale, mais adaptée aux besoins spécifiques. Nous savons réfléchir. Voilà. Donc, aux besoins spécifiques donc, des Africains, pour pouvoir prendre la quantité qu'il nous faut exactement, et aussi au niveau chinois, dans leur philosophie sociale et morale, qu'est-ce qui peut être adapté? Il a parlé de certaines valeurs que nous partageons, le respect des anciens, la compréhension mutuelle, qui a permis donc une étape importante dans leur histoire, c'est ce qu'ils ont appelé le consensus national. Pour ce consensus national, il a fallu une philosophie sociale et morale qui était déjà là et que leur leader, Deng Xiaoping, a su utiliser pour s'exprimer aux Chinois en leur disant « voilà ce que nous devons expérimenter maintenant ». Donc il a proposé un choix et ils ont suivi ce choix qui a abouti aujourd'hui, bien après ce leader. Il n'a pas voulu tirer lui-même profit donc des bienfaits de sa théorie, mais aujourd'hui la Chine est reconnaissante à ce leader-là qui leur a proposé un modèle et puis qui fonctionne bien aujourd'hui. Oui, professeur, c'est vrai que l'Afrique veut la Chine, mais en même temps, il y a de la réserve, peut-être aussi dû aussi au formatage des médias occidentaux, mais il y a un peu des inquiétudes parce que on voit la Chine comme l'envahisseur. Je crois que si alors, ça c'est... premièrement, je veux parler, par exemple, si alors vous voulez apprendre quelque chose de la Chine, alors en effet, la Chine a nos expériences. D'apprendre des expériences des autres, vous avez un processus graduel. Par exemple, le premier exemple, quand nous avons commencé notre réforme, le premier exemple à apprendre, ce n'est pas vraiment, par exemple, les pays occidentaux, mais et n'aimez pas les exemples des pays asiatiques, mais le premier exemple, c'est l'Hongrie. Oh. Parce qu'à ce temps-là, vous savez, à ce temps-là, alors, la Chine a vraiment très difficile de changer des idées tout d'un coup, par exemple, économie de la planification. Donc, alors, vous devez alors prendre quelques exemples graduellement. Par exemple, vous avez vraiment l'étape.
L'Hongrie, d'abord. Deuxièmement, la Yougoslavie. Et après, ça, c'est les 4 petits dragons. Et ça, après, alors, bien sûr, graduellement, bien sûr, vous avez une processus. Ça, c'est très important. Et aussi, répondez à votre question, alors, je crois que, bien sûr, quand vous avez adopté la porte d'ouverture, vous devez savoir votre faiblesse, mais vous devez aussi, ça c'est très important, vous devez avoir votre confidence. Quels sont vos points forts? Donc, alors ça c'est aussi un secret de la Chine, d'avoir un développement assez rapide. Vraiment, ça c'est d'après votre faiblesse et votre point de fort, d'adopter une politique raisonnable et pratique. Ça, c'est très important. Bien sûr, par exemple, entre les relations de la Chine et l'Afrique, vous ne pouvez pas dire que vous n'aurez rien de problème. Ça, c'est irréaliste. Mais le plus important est vraiment alors d'avoir adopté une politique d'ouverture et aussi d'adopter une politique pratique, raisonnable et vraiment répondre à la réalité de votre pays. Est-ce que vous comprenez justement que cet intérêt de la Chine pour l'Afrique, ça aiguise davantage les rivalités avec l'Occident? Je dirais plutôt dans un autre sens. C'est que vraiment, il y a la concurrence. Parce que tout pays cherche quand même à avancer. Et la Chine aussi. Parce qu'au début de la pratique de la politique de la réforme, la Chine a fait venir des investissements étrangers dans la fabrication, dans le composement des pièces pour vendre des produits finis. Et puis après, on essaie d'introduire quand même les investissements dans la fabrication des machines, des outils machines. Et puis maintenant, on cherche à faire venir des investissements dans l'industrie de première technologie. Les gros avions, les satellites, le navire satellite spécial, et même on a envoyé quand même un engin sur la Lune. Et on comprend que chaque étape a sa priorité. Mais la source du développement, de la croissance, c'est la technologie. C'est la tête. Hein? C'est ce qu'on saisit, les premières technologies d'avance. Le AI, maintenant les G5 systèmes de télécommunication. Mais là, il y en a qui ne veulent pas que la Chine se place dans ces domaines à la première place. Très vite, on vous accuse d'espionnage. Hein? C'est ça, c'est ça. Parce que pour eux, peut-être la Chine doit rester toujours à l'époque de rassemblage des pièces préfabriquées, détachées, pour vendre des machines, pour vendre des jeans. Hein? Et on a... Et des jouets, des chaussures. Des chaussures. Ouais. Mais la Chine, maintenant, parce que chaque étape a sa politique, comme tout à l'heure j'ai dit, et il y a une étape de développement à considérer aussi. Hein? À chaque étape, il faut développer quand même certaines choses, certaines industries. Mais au fur et à mesure, il faut avancer pour obtenir, pour être mieux placé dans les concurrences mondiales. À ce point-là, j'ai encore une autre chose que je veux insister, c'est que il faut le gouvernement avoir quand même un point de vue à long terme. Il faut bien définir les étapes à franchir pour le pays. C'est ça notre expérience. Le gouvernement chinois, le Parti communiste chinois, a tous les 5 ans à définir les objectifs pour les 5 premières années, mais aussi pour les 5 suivantes années, et même un long plan du développement. Donc maintenant, la Chine est passée à une étape de développer
avoir un développement beaucoup plus meilleur, de la meilleure qualité maintenant. Avant, c'était plutôt quantitatif, le développement était quantitatif. Mais maintenant, il faut insister sur la technologie, sur la science. La science, la technologie. Oui, c'est pourquoi le président Xi Jinping a dit que maintenant, nous sommes à l'époque du socialisme à la chinoise, une nouvelle ère du socialisme à la chinoise. C'est vrai Voilà. que l'enjeu aussi entre la Chine et l'Occident, c'est à ce niveau, la technologie, à ce niveau, on sent que les choses évoluent sur les questions numériques, etc. Mais là, sur la question de la coopération avec l'Afrique, et je veux parler particulièrement du Burkina Faso, là où on vous accuse, vous parlez de partage d'expérience, c'est comme ça vous voyez un peu les choses, mais on estime que la Chine n'aime pas partager dans le transfert de technologie. Ah, ça, c'est un pur mensonge. Hein. Donc, l'une des priorités de la coopération sino-africaine est le transfert de savoir-faire. Donc, c'est sur cette plateforme d'IA, Forum pour la coopération sino-africaine, que les deux parties, les pays africains et la Chine, ont étudié ensemble les facteurs qui empêchent le développement de l'Afrique. Nous en avons repéré 3. La pénurie du personnel qualifié, le manque de financement et puis l'insuffisance en infrastructure. Donc la coopération sino-africaine se concentre sur ces domaines en ce qui concerne la formation du personnel qualifié. Les projets peuvent porter parfois cette appellation de coopération en capacité. Donc les Chinois ont déjà invité beaucoup de jeunes talents africains pour venir en Chine et suivre des formations technologiques. Et maintenant, à la demande de nos partenaires africains, le sens a été inversé. Donc les Chinois vont installer en Afrique des centres de formation, des travailleurs qualifiés, des techniciens, des ingénieurs. Un nouvel atelier vient d'être installé en Djibouti, qui porte le nom de Lupin. Lupin, c'est un grand ingénieur, à l'époque, il y a 2000 ans. Donc l'atelier Lupin, c'est comme l'Institut Confucius, qui porte le nom d'une grande célébrité de la Chine ancienne. Voilà, donc les Chinois et les Africains ont de façon très claire repéré les problèmes et ils savent maintenant comment travailler pour remédier à ces problèmes. J'aimerais bien ajouter une autre chose sur cette perception donc de la relation trilatérale Occident, Afrique, Chine. Il faut vraiment changer de vision, changer d'angle d'observation. Le développement de l'Afrique, ce n'est pas un jeu à somme nulle. Ce n'est pas une logique gagnant-perdant. L'économie africaine, à vrai dire, pour le moment, est encore très faible. Un chemin de fer de 1000 km, par exemple, va coûter à peu près, grosso modo, 10 milliards de dollars américains. Ça dépasse déjà une bonne partie du PIB des pays africains. Une autoroute de 500 km, c'est 100 millions de dollars américains. Ça représente déjà le revenu, les recettes du budget d'État pour un grand nombre de pays africains. Donc, vous avez une vision dans ce sens, les routes de la soie. Aujourd'hui, donc, ce n'est pas un problème de concurrence entre l'Occident et les Chinois, l'Occident et les Chinois sur le continent africain. Pas du tout. Il faut d'abord développer l'économie africaine. J'ai des exemples concrets à vous donner. Avec l'implantation des entreprises chinoises spécialisées en travaux publics, en infrastructures dans les différents pays africains, vous savez, toutes ces entreprises ont ouvert des comptes bancaires chez les banques françaises. Donc, les financiers français, on nous dirait, eux aussi à leur tour, beaucoup de profits. C'est ça ce qu'on appelle un jeu gagnant-gagnant-gagnant. Donc, gagnant
au niveau trilatéral. Voilà, il faut regarder les choses sous cette vision-là. Siaka, là, on comprend que la Chine n'est pas forcément fermée sur certains aspects. Il appartient à l'Afrique, particulièrement au Burkina, de définir ses priorités et de les poser sur la table dans le cadre de cette coopération. Exactement. Comme on le disait tout à l'heure, il s'agit pour nous de définir qu'est-ce que nous recherchons exactement à partir de notre propre diagnostic, de notre situation, et de formuler une demande spécifique du côté chinois. Pour l'instant, nous sommes au début d'une reprise de relations. C'est vrai, donc ce sont des aspects classiques qui sont développés. En un an, est-ce que vous avez l'impression que ça a déjà porté quelque chose? Oui, il y a des chiffres impressionnants qui sont déjà annoncés. Vous avez déjà, au niveau de l'aide au développement, ces 100 milliards de CFA qui ont été octroyés par la Chine donc, au gouvernement après le sommet sino-africain. Vous avez également au niveau du commerce, où ça va beaucoup plus vite. Vous avez déjà dans les 6 mois de la coopération après la reprise, un triplement du volume des échanges entre le Burkina Faso et la Chine, essentiellement de l'exportation du Burkina Faso vers la Chine. Donc pour l'instant, sur le plan purement commercial, c'est le Burkina Faso qui sort gagnant, notamment avec la mesure d'une suppression des droits de douane de 97% pour les produits burkinabés allant en Chine. Donc pour l'instant, c'est très bon pour le Burkina Faso de pouvoir commercer avec la Chine. Qui reste un gros marché de consommation. Qui reste un gros marché de consommation dans les produits exotiques notamment. Il a parlé ici de ce qui attire les Chinois de l'Afrique. Donc ce sont des domaines qu'il faut exploiter. Et ils sont demandeurs également de beaucoup de choses. Donc, il est important à notre niveau de développer une ingénierie de notre propre demande vis-à-vis de la Chine. Qu'est-ce que nous allons rechercher exactement? Qu'est-ce que nous allons apporter et faire les échanges avec ces pays continents et pouvoir donc résoudre les différents problèmes que nous avons. Essentiellement, je pense qu'il est important aussi que nous ayons une démarche qui inclut également les aspects de notre propre gouvernance qui permettent non pas de désigner qui sera président ou pas, mais surtout de formuler des politiques qui puissent survivre aux dirigeants actuels. C'est-à-dire qu'avoir des objectifs, 3 voilà. ans, 5 ans, mais exactement, voilà. Des objectifs qui aillent dans 30 ans, 35 ans, et qui structurant, bénéficient à l'Afrique, au Burkina Faso. Comme le chemin de fer, par Voilà. exemple. Et ça, c'est un challenge important pour nous, d'arriver à convaincre les dirigeants actuels qu'il ne s'agit pas seulement de leur exercice, mais qu'il s'agit de relever le Burkina Faso à partir d'un partenariat qui présente des avantages importants par rapport à tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. Et ça, c'est pas cet état d'esprit, on a quelque chose aussi à puiser. Et nous avons du travail. Des valeurs Oui. chinoises. Mais il y a un travail à notre propre niveau à réaliser, c'est de se convaincre et de développer une volonté nationale dans ces partenariats-là et pouvoir formuler des priorités, des choix, etc., qui puissent donc guider ce partenariat qui va se dérouler dans les décennies à venir. Professeur Chou, la Chine, je suppose, a suffisamment étudié l'Afrique. Elle sait ce qu'elle vient chercher en Afrique. Elle sait ce qu'elle vient chercher au Burkina. C'est effectivement aussi à l'Afrique, au Burkinabé, de savoir ce qu'ils recherchent avec la Chine. Je crois que je ne veux pas dire que la Chine, ça, Voilà. c'est Dans vos alors laboratoires, l'Afrique dans vos déjà instituts, vous suffisamment. avez sûrement étudié Vous savez, tout ça. dans notre politique, dans l'initiative, par exemple, de la ceinture et de la route, le premier connexion, c'est la connexion des politiques. Vous voyez, cela veut dire que le gouvernement chinois a déjà reconnu que les coordinations, par exemple, de nos politiques avec les politiques de votre pays n'est pas suffisamment. C'est pourquoi, alors, la première connexion, ça c'est la connexion des politiques. Cela veut dire, alors, parmi nos deux parties, alors nous devons faire plus vraiment d'efforts de nous comprendre l'un à l'autre. Justement, j'allais pointer du doigt un défi que j'ai perçu donc, en réfléchissant sur
ses partenaires avec la Chine, c'est que quand on mène des recherches sur la Chine, les relations sino-africaines, on trouve de la matière encore en Occident. Peut-être pour les questions du langage, pour le moment, il n'y a pas de traduction des travaux qui ont été réalisés au niveau chinois sur l'Afrique, mais on n'a pas suffisamment de production intellectuelle, scientifique, sur donc, cette connaissance que la Chine a de l'Afrique. Et je pense qu'un des domaines de notre coopération, ça va être de développer cet aspect-là. Comment la Chine va s'approprier le modèle social africain également, parce qu'il y a des traits de pensée, des cultures, des modes de pensée, etc., qu'il va falloir capturer pour faciliter les échanges que la Chine veut avoir avec l'Afrique et le Burkina Faso. Si on prend le modèle occidental, qu'est-ce qui a permis, par exemple, à un pays comme la France de réussir en Afrique? C'est important travail anthropologique que les colonisateurs ont fait d'abord avec donc, les premiers explorateurs qu'ils ont envoyés. Aujourd'hui, jusqu'à présent, quand vous faites des recherches sur certaines dimensions de la société africaine, vous ne pouvez pas dépasser les travaux de Benjé, les travaux de Maurice Delafosse. D'accord. Voilà. C'est sûrement que le professeur Chou, avec ses équipes au niveau de l'Institut des études africaines, ont déjà fait ce gros travail, justement. C'est sûr. Nous devons faire de plus. D'accord. Alors, oui, professeur Ly, avant de terminer par l'ambassadeur, justement pour cette coopération Chine-Burkina, 1 an déjà, que ça dure, on imagine que la Chine a forcément des secteurs précis sur lesquels elle veut intervenir, mais en face, effectivement, le Burkina aussi a des priorités, notamment la question de la technologie, elle est importante. Oui. Au début de cette émission, vous avez comparé notre relation bilatérale à la vie conjugale, à un mariage. Dans un mariage, dans un couple, est-ce que le mari est toujours sûr de tout connaître sur son épouse? Pas forcément. Donc entre les deux pays, entre les deux nations, c'est la même chose. Une nouvelle découverte, c'est toujours très passionnante. Alors maintenant, les deux pays se retrouvent ensemble, vivent ensemble. Donc ils vont repérer ensemble leurs besoins communs, les champs d'intervention communs. Comment vous rêvez ça? Comment vous voyez ça en termes d'investissement? Aujourd'hui, donc, pour la coopération entre les deux pays, du côté chinois, on voit les choses à 2 niveaux. Il y a un niveau qui est étroitement lié au bien-être du peuple. Donc, pour ce genre de projet de coopération, donc, ce n'est pas une logique de donner et de prendre. Donc, les Chinois sont là pour donner. Par exemple, la construction d'un hôpital, l'aménagement des écoles, etc. Et de l'autre côté, il y a le côté, comme vous avez dit, des affaires. Les affaires, dans ce cas-là, il faut savoir donner et prendre, c'est-à-dire il faut que les affaires soient mutuellement bénéfiques, qu'il soit l'exploitation des mines, qu'il soit la construction des travaux publics, c'est-à-dire les infrastructures, les rails ou les routes, etc., etc. Il faut, parce qu'à mon niveau, maintenant, je ne connais pas en détail l'avancement de la coopération sino-burkinabé dans ces domaines, mais je suis sûr que des projets viendront très vite. Les projets viendront très vite. Il y a notamment cet hôpital de référence au niveau de la 2e ville du Burkina. Ça, c'est déjà décidé. Oui. Ça, c'est déjà décidé. Ça, ça peut être considéré comme un gain. Il y a notamment ce problème avec cette forêt qui fait polémique actuellement, justement, le site. Ça, à mon avis, c'était la partie qui n'avait de régler le problème de terrain. Et l'hôpital, c'est offert. D'accord. Alors, pour terminer, Monsieur l'ambassadeur Zhang, justement, pour cette coopération, comment vous la voyez dans les années à venir? Au séminaire international sur le rétablissement des relations diplomatiques entre nos deux pays qui a été tenu ce matin, j'ai insisté que le rétablissement des relations diplomatiques entre le Burkina et la Chine a montré quand même dans des acquis très précis. Premièrement, c'est qu'on a retrouvé la confiance mutuelle entre la Chine et le Burkina. Pourquoi? Parce que
avec cette suspension des relations diplomatiques, la Chine et le Burkina avaient des problèmes. Donc maintenant, une fois réunis, donc on a cette confiance mutuelle. Déjà, c'est un acquis. Et puis le deuxième acquis, c'est que le Burkina est de retour sur la position une seule Chine. Parce que, on a expliqué ce matin, c'est très important cette position pour la Chine. Parce que la Chine a été opprimée aussi par les colonialistes, les capitalistes, et c'est toujours ces capitalistes-là qui nous empêchent la réunification totale de la Chine. Donc, ça, on n'accepte jamais. Donc, et cette position est déjà devenue une norme internationale, qu'il reste seulement un pays africain qui continue à reconnaître diplomatiquement Taïwan. Donc, troisièmement, on a obtenu la confirmation de nos deux gouvernements de la base de nos relations étatiques, État à État. C'est que les 5 principes de la coexistence pacifique, c'est le respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, et puis non-agression mutuelle, non-ingérence dans les affaires intérieures, et égalité et bénéfices réciproques, ainsi que la coexistence pacifique. Donc c'est ça. Donc, ces principes-là, alors, c'est vraiment les normes internationales à respecter. Donc, nos deux gouvernements ont bien confirmé cette position commune. Voilà les acquis. Donc, ces acquis, ils nous permettent de développer la coopération politique, culturelle, économique aussi, et même militaire. Donc, on a parlé des projets. Il y en a des projets qui sont en discussion. La question sécuritaire, ça pourrait vous intéresser, la Chine? Ça intéresse surtout les Burkinabés, n'est-ce pas? Donc la Chine souhaiterait être à côté des Burkinabés, des Africains, pour avoir développement, pour avoir une sécurité. Ça, c'est sûr. Mais il y a des projets parce que c'est l'administration qui avance, qui définit et qui avance pas à pas. Donc, déjà, maintenant, il y a des résultats. Tout à l'heure, M. Siaka a déjà cité. Okay. Donc, j'espère, parce que j'étais ambassadeur du Mali, de la Chine au Mali, en Côte d'Ivoire. C'est ça. Je n'avais pas cette possibilité de visiter le Burkina. Parce que j'étais ambassadeur, représentant du chef d'État de la Chine. Donc, et je suis très heureux d'être invité aujourd'hui pour visiter enfin le pays qui était tout près de mon poste. C'est ça. Voilà, je félicite les deux gouvernements d'avoir cette décision catégorique de renouer la coopération. Voilà. Merci à vous, d'être passé donc sur ce plateau. Monsieur Zhang, vous êtes ancien ambassadeur de Chine au Mali et en Côte d'Ivoire. Avec nous également le professeur Chou. Vous êtes directeur de l'Institut des études africaines et des instituts des relations internationales contemporaines. Merci. Avec nous également, il y avait le professeur Lidan, il est professeur à l'Institut de diplomatie de Chine. Merci. Et Siaka Coulibaly, notre analyste politique. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur notre chaîne. Bonsoir.